Bonjour à tous, escale des aides à 1000 étoiles pour cette saison estivale 2014 à l'extrême nord-est du pays. Notre choix s'est porté sur cette magnifique région qui allie à la fois tourisme de montagne, thermal, lacustre et enfin tourisme balnéaire, de quoi satisfaire les touristes les plus exigeants. Restez avec nous, c'est parti pour une bonne heure de pure découverte. Nombreux sont les Algériens qui ignorent qu'un trésor sommeille à la frontière algéro-tunisienne. La wilaya de Taraf jouit d'un potentiel naturel qui pourrait lui conférer une place de leadership dans le secteur touristique. Réputé pour son cordon littoral de plus de 120 km, sur lequel gravite une activité humaine qui bouge au gré de l'agitation de la mer. Objectif du voyage, vous faire découvrir d'autres richesses cachées. Vous êtes le gestionnaire de la concession du lac? Bienvenue, exactement. Vous êtes donc au lac Mellah. C'est l'unique lagune d'eau saumâtre en Algérie. Il y a du poisson qu'on exploite. Il y a un décret exécutif qui régit donc l'activité. Oui. Et c'est un site... C'est un lac qui est exceptionnel de par son contact avec la mer. Absolument. C'est l'unique site de ce genre en Algérie. Ouais. Donc il a fallu trouver plutôt un équilibre entre une exploitation rationnelle de ce site qui produit de nombreuses qualités de types de poissons et le statut de zone protégée. Qu'est-ce qu'on y trouve comme poisson? Qu'est-ce que vous y cultivez? On a ici pratiquement toutes les espèces marines, ce qui fait la spécificité du lac. C'est un lac, ne l'oublions pas. Nous avons du bar, ce qu'on appelle le loup plus communément. Nous avons de la dorade. Nous avons de la sole, nous avons aussi un type de crevette qu'on appelle ici communément la matsagoun, qui est très, très prisée. Le mulet qui est connu aussi dans le mulet, oui, exactement, c'est l'espèce la plus présente dans le lac. On en a dénombré, à ma connaissance, 5 espèces. Parmi ces espèces, il y a une espèce qui a la particularité de donner des œufs, des gonades, avec lesquels on produit de la poutargue. C'est un peu l'équivalent du caviar ici, qui est très prisé en Italie surtout. Nous utilisons un système de pêche passive, donc toujours par rapport à la préservation de la ressource. C'est-à-dire que nous utilisons des chambres de capture. Ce sont des systèmes qui ont été inventés par des Italiens vers les années 1920, qu'on appelle la valiculture. Ce système de pêche permet donc de prendre du poisson sans que l'homme intervienne directement sur le mouvement naturel de l'eau, le mouvement naturel de ces poissons. Du poisson de mer dans un lac. Cela change complètement la philosophie de pêche. Et pour cause, El Mellah est l'unique lac relié par un chenal à la mer. Quelques pas plus loin, l'activité de pêche sur le lac El Mellah laisse place à la contemplation de la beauté du site. Salam
Salam, salut. Ça va bien, vous allez bien? Ça s'est bien passé? Alhamdulillah, très bien. Vous avez du beau poisson? Oui, bien sûr. Il y a la variété, bien sûr. Oui, on a tout terminé. Il nous reste un peu de variété, mais ça On vous va coûte. goûter à tout ça. Justement, par occasion, je dois représenter Hamou Mehdi. Voilà. Ça va bien? Ça va, tout le monde va bien? Donc on va vous suivre. Oui, justement. C'est la moindre des choses. Vous allez nous rejoindre tout à l'heure. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, très bien. C'est ça, oui. A plus. Ok. 2 kilos, oui. Oui, attachez. Notre chef, vraiment, elle a l'habitude de recevoir. Notre journée n'est pas achevée. Nous sommes attendus chez Fatma Mousse, pour qui la pratique du tourisme chez l'habitant ne date pas d'aujourd'hui. Nous voici à présent au sein d'une famille caloise qui va nous faire découvrir un peu les traditions de la cale, mais aussi son art culinaire et tous ses mets faits à base de poisson, puisque la région est réputée pour son bon poisson. Et pour cela, nous sommes venus rendre à la famille Diaf, qui a l'habitude de recevoir justement des touristes et tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la culture caloise, que vous gardez jalousement, mais que vous partagez en même temps avec, avec tous ceux que ça intéresse. Oui, tous les Calois, depuis longtemps, ils recevaient les tourismes, c'est-à-dire il y a des gens de passage qui viennent et qui sont bien reçus. Bon. Il faut dire qu'autrefois, les hôtels n'existaient pas. Hein. Non, il n'y avait pas d'hôtel. Les gens étaient reçus chez l'habitant. Chez l'habitant. Il était bon, tout le monde. D'ailleurs, avant, on ne louait pas. Quand il y a une famille qui passe devant la porte, bon, vous pouvez rentrer, soyez le bienvenu. Il reste 2 jours, 1 journée, 3 jours, selon les moyens de la personne là. Ou quand il y a une bonne entente entre eux, ils financent, il reste. Pendant le séjour, il rentre. Il faut dire que la cuisine caloise est très imprégnée voilà, très, de la région de la Méditerranée. Très. On a des plats différents qui diffèrent. On a des plats maltais, on a des plats siciliens, on a gardé des traditions des vieilles. Et on a des plats italiens, comme les plats, on a toujours gardé la recette des grands-mères de la Méditerranée. Alors dites-nous un peu, pourquoi on vous appelle Fatma Mousse? On m'appelle Fatma Mousse parce qu'on a abrégé. Au lieu de dire la femme à mousse, on appelle Fatma Mousse. Et mousse veut dire? Veut dire petit marin, parce que mon mari a fait l'école de maritime. Et Mousse, justement, n'est pas bien loin, il est juste à côté. Le marin qui est né les pieds dans l'eau. C'est-à-dire? Et qui est resté dans le métier toute sa vie. Oui, bien sûr. Bon, on m'appelle Mousse parce que j'ai fait l'école des mousses à Bougie, le petit marin, en 56, à l'âge de 14 ans. Après, j'ai fait la pêche, bien entendu. Puis j'ai fait la marine marchande. J'ai fait le long cours et le cabotage. Le cabotage, c'est-à-dire, c'est cabotage national, c'était la France avant. Alors on faisait Philippeville, Bonne, Marseille, à bord du Sidi Ourba. Sinon, pour parler un petit peu de l'histoire de la cale et des bons vieux souvenirs, hein, notamment les fêtes, les grandes fêtes de la cale, celle du corail, celle du marin. Oui, bon, quand on dit la fête, bon, avant c'était la Saint-Cyprien, c'était la fête du pêcheur, quoi. Alors on jetait la couronne pour les marins morts en mer, on jetait la couronne à la mer, on jetait des bougies, et tous les chalutiers, tous les bateaux sortaient avec des passagers, des citoyens, des femmes, des enfants. On allait faire le tour, un tour en mer et on rentrait. Je reviens à vous, Fatma Mousse. Oui. On va aller découvrir tous les bons plats que vous nous avez préparés. Vous présentez les plats, donner peut-être certaines recettes. Voilà, peut-être. allez, quelques tuyaux seulement. Pas tout. On y va. Alors tout ça, ça nous met l'eau à la bouche. Après, je vais vous présenter la préparation. Ça, c'est une... Tout est fait à base de poisson. Tout à base de poisson. Voilà. Ça, c'est un plat, on peut dire, italien. Oui. Voilà. C'est du rouget? Du petit rouget avec une scabecce. Une scabecce, c'est oignon et tout ça. On comprend, c'est un mélange de ça, c'est... Ça y est, là, c'est du merlan. Merlan,
bouillie avec de la mayonnaise. Voilà. On peut faire comme une sorte de petite sauce béchamel, on peut aussi employer ça. Ça, c'est l'argentin, c'est un amuse-gueule. Ça, c'est de la sardine. On peut la préparer d'une autre façon avec une sauce tomate fraîche à base de basilic. D'accord. Et basilic, c'est pas tout à fait nos traditions. Hein. Ça vient d'où? Ça vient de Sicile. Les Siciliens préparent ça. Même les spaghettis là, en base de basilic et tout ça. D'accord. Ça, c'est de calamar farci. Voilà. Ça, c'est du mulet. Un poisson bien de chez vous? De chez nous, bien sûr, du lac où vous étiez ce matin. Ça, c'est une sauce tomate qui est faite pour accompagner le mulet. D'accord. Voilà. Très bien. Ben, on est, voilà, on est prêt à passer à table. Oui, bien sûr. Vous prenez les arabais. Les arabais. Juste rare. Mange. Notre soirée se termine en apothéose face à la scène du théâtre de verdure d'El Qala, inauguré durant notre tournage. مرحبا بك. مرحبا بك في حمام سيترات. الله يسلمك. هذا هو الحمام. وي هذا هو حمام سيترات. حمام معدني طبيعي مع الرومان. Nous embarquons ce matin à la découverte des richesses cachées des zones montagneuses de Tarf. Je me trouve au cœur d'un site montagneux où le visiteur peut non seulement profiter d'un air sain, de ces magnifiques paysages et cerise sur le gâteau de la source thermale de Sidi Trad, dont les eaux dévalent des hauteurs de Djbel Zifana à plus de 60 degrés naturellement. C'est parti pour une bonne cure thermale en compagnie de notre guide Jamel. Jamel, nous aimerions connaître l'histoire de Hammam Sidi Trad et pourquoi cette source thermale, parmi les 6 sources que compte la wilaya de Tarf, pourquoi est-elle la plus convoitée? Oui, le bain est fréquenté pour ses vertus thérapeutiques, pour la beauté de ses paysages et l'hospitalité de ses habitants. À quand remonte la station thermale de Sidi Trad? ممكن معهد الرومان يعني من عهد الرومان وفي الثورة التحريرية استعملوا مجاهدين Hammam Sidi Trad a servi également d'hôpital militaire aux Moudjahidines durant la guerre de libération. ودمروا الاستعمار يعني جزء منهم دمروا الاستعمار.
Nous souhaiterions que le site soit développé et agrandi dans l'intérêt des autochtones et des curistes. Il y a une légende qui raconte que les eaux de Sidi Tarad, lors d'une tentative justement d'agrandissement, ces eaux avaient été mêlées au sang. C'est juste une légende? Non, c'est faux. C'est une histoire que toute personne sensée aurait du mal à croire. La montagne de Sifana n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets et toutes ses richesses. Ce maquis fut autrefois un véritable refuge pour les moudjahidines de la base de l'Est, d'où la présence de nombreuses tombes de chouhada tombées au champ d'honneur ici même. Cela dit, c'est à la recherche d'une tombe en particulier que nous avons fait cette ascension de 4 km à pied, depuis Hammam Sidi Tarad jusqu'au sommet de la montagne, celle de l'auteur du livre Les damnés de la terre. Frantz Fanon avait non seulement épousé la cause algérienne, mais aussi émis le souhait d'être enterré sur le sol algérien. Ce que les moudjahidines ont exaucé en l'enterrant ici même, sur le sommet de Djebel Sifana. Frère de la cause algérienne, Frantz Fanon est l'homme qui a poussé son engagement pour une Algérie libre jusqu'à épouser la nationalité algérienne. À cet emplacement même que fut inhumé Frantz Fanon en 1961, n'est-ce pas Jamel? Oui. Frantz Fanon est décédé en 1961 des suites d'une longue maladie. وتمت الوصيه تاعو دفنوا في المكان هذا بالذات وفي 61 في 65 نقلوا الجثمان تاعو لبلديه عين الكرمه وهناك يعني عاود الدفن تاعو. Et donc pour revenir toujours à Frantz Fanon, nous allons tout de suite nous rendre au carré des martyrs de Ain el-Karma, vers lequel a été inhumé une nouvelle fois en 1965, donc Frantz Fanon. Après avoir été expulsé d'Algérie en 1957, il rejoint le journal du FLN, El Moudjahid à Tunis. Le frère de cœur, c'était en 1961, laissant derrière lui les traces indélébiles de la lutte contre l'oppression coloniale. Nous avons eu la chance en visitant la commune dans laquelle repose Frantz Fanon de croiser un témoin vivant qui a assisté à l'enterrement de Frantz Fanon en 1961 dans la montagne de Sifana. Il s'agit du Moudjahid qui se trouve juste à côté de moi, Sultani Sadaq. الحاج كنت حاضر كنت في عمرك شحال 18 سنه؟ كنت 18 سنه. وراك ثابت على النهار اللي دفنوا فيه فرانس فانون؟ جاتنا معلومات قالوا لنا باللي تحضروا القيام تاع السيد راهو جايبينه باش يدفنوه في سيفانا. Nous avions reçu des instructions pour creuser une tombe sur le mont Sifana, tandis que d'autres moudjahidines ont été chargés de transporter la dépouille depuis Oulid Barla en Tunisie jusqu'au lieu prévu en Algérie. والمركز نتاعنا ثم بعد وليد بغله نحن. بالنسبه للكتيبه نتاعنا الموجودين فيها في وليد بغله بعد. جبناه محمول على الاكتاف في سيفانا. في سيفانا تفنيه. دفنتوه في الليل؟ في النهار. مش في الليل؟ لا في النهار ما كاينش. وفي 65 4 سنين بعد الاستقلال في 65 نقلوا الجثمان تاعو لهنا. Pour qu'il soit transféré en 1965 aux côtés d'autres martyrs dans la commune de Ain el-Karma. اللي عندهم عليهم علم والاخرى يبرد عليهم الارض. اللي مجموعين هذوك في سيفانا جابوهم من عين الكرم. Quelle est la meilleure plage du pourtour méditerranéen qui s'étend sur 4,5 km, qui possède 5 sources d'eau minérale naturelle et dont la forêt surplombe la mer? Cette question a été posée durant la fin des années 70 dans l'émission Qui tout double sur Radio Monte Carlo et nul n'avait trouvé la réponse à l'époque. Eh bien la réponse elle est là. Il s'agit de la plage Vergès, actuellement appelée plage Sable d'Or, que je vous invite à aller découvrir via un circuit pédestre en compagnie de Abbas Nature, un écolo, un mordu de la nature et surtout un homme qui a créé plus de 300 circuits pédestres dans la région au grand bonheur des amoureux de la nature. On y va.
Poussé par sa passion pour Dame Nature, Abbas parcourt quotidiennement plusieurs kilomètres afin de tracer des circuits pédestres qu'il partagera par la suite avec des étudiants ou tout simplement des mordus de tourisme écologique comme lui. Cet intérêt pour la nature, comment l'avez-vous acquis? Bon, depuis l'enfance, derrière mon père, que j'ai commencé vraiment à aimer la nature parce qu'il était toujours derrière les champs, derrière les cours de base. Bon, je suis carrément mordu dans ce domaine depuis l'âge d'adolescent, depuis le lycée. Là, j'ai commencé déjà à connaître, savoir. Je veux toujours savoir pourquoi cette plante elle est de cette forme-là, pourquoi cette fleur elle est différente de cette fleur-là, pourquoi cet oiseau il a le bec long, les ailes sont larges. Et comment vous est venue l'idée de créer justement ces circuits et d'essayer un petit peu d'initier les Algériens à l'écotourisme? Oui, parce que j'ai remarqué depuis le temps que les gens ne savent pas profiter de leur existence. Ouais. Ils passent en fait peut-être qu'ils passent à côté de ces richesses vraiment incontestables qui sont très demandées à l'échelle mondiale. Ça c'est la lavande sauvage. Ça c'est la lavande sauvage. Et on utilise en tisane avec les 12 fleurs de cette 12 fleurs dans un litre d'eau bouillie en infusion. Et ça donne un très bon tisane contre toutes les maladies respiratoires, l'angine, pharyngite et tout ce qui vraiment qui choque le corps humain. Alors on continue la découverte? Oui, on continue la découverte. On continue la découverte. Voilà. Je vous suis. Merci. Et voilà, on est arrivé une des élèves qui a été vraiment formée dans l'association du Club de Nature, donc elle devient carrément actuellement une vraie Dame Nature. Voilà, elle a été bien formée, elle a aimé ça et après elle a pris la relève. Maintenant, moi je me retrouve du côté c'est la relève de l'éducation environnementale. Après 25 ans de travail de suivi, ça va donner carrément. On va voir un petit peu ce que vous faites, comment vous travaillez. On vous suit. Voilà, vous venez voir. Voilà, vous venez voir. Soumia est porteuse du même virus que Abbas. Son terrain d'action, c'est son jardin et ses modestes serres qu'elle a montés elle-même. Citez-nous quelques plantes justement qu'on retrouve dans la région, même à l'état sauvage, où عندهم منفعة صحة. لي ميرت الريحان كما نقولوا نحن الريحان ما تصورش عنده فوائد كبيرة خاصة. Les myrtes ont de nombreuses vertus. Elles soignent les ulcères, certaines maladies gynécologiques et elles ouvrent l'appétit. عنده خاصية يخثم الجدار اللحم يولي ما يعادش يقدر يجرحه حتى حاجة. صح. يفتح الشهية. عندنا كذلك لنج ما باليش كيف يسموها هنا. كاينه دي بلونت سوفاج نلقوهم كيما كسرة الحجر. انا النوع هنا تاع انواع كسرة الحجر ينبت فيه هنا. Ksart al-Hajar est une plante qui sert à dissoudre les calculs rénaux. Quant à la variété de la sauge qui pousse ici, elle serait plus concentrée que celle qu'on trouve ailleurs. Avoir la sauge chez soi, c'est avoir une petite pharmacie. Elle purifie le sang, blanchit les dents et retarde les effets de la ménopause. وش هي فايدة نتاعها لا سوج؟ لا سوج تقدر تقول لي عنده لا سوج عنده بيت فارماسي في الدار. مليحه الالم الظهر، عندما واحد عنده الم الظهر تستعمل كمرهم مع الزبده، تعمل مع الزبده هكذاك لي فاي هكاك واحد يحطهم تعمل لها مع الزبده، تعملين بوني تاع لي فاي مع une بوني تاع الزبده ماهيش مارغرين، لا الزبده الحره فوالا سور بتي فو 22 مينوت بعدك تصفيها تحطها في البلاره، واحد يعود عنده الظهر ويسطر عليه يعمل تومات. مليحه للجنسيف، مليحه الاسنان تبيضهم، مليحه للطو دو السكر، مليحه توخر حتى المونوبوز. Et nous fermons ce chapitre sur le tourisme écologique avec une dégustation d'une plante qui vient tout droit du jardin de Abbas Nature, qui est vraiment l'aloe vera.
L'aloe vera. Aloe vera. On connaît beaucoup plus pour ses vertus. Oui, en vertus pour le cosmétique, mais méconnu du domaine vraiment nutritif et en même temps tonique pour le corps et en jus. Quand vous voyez, donc on doit cuire la feuille quand elle a vraiment dépasse 1 ou 2 ans. Attention, on doit carrément vraiment enfin, on doit carrément enlever les épines qui se trouvent aux alentours et faire carrément le tour de cette feuille. Là, c'est carrément la mousse qui se trouve à l'intérieur avec les composants vraiment vitamine A, vitamine D, vitamine B, le B jusqu'au 12. Goûter. Alors je vous attends, comme ça on déguste ensemble. Oui, bien sûr. Voilà. J'attire l'attention aussi aux opérateurs et aux caméramans de goûter avec nous. Là, bismillah. À votre santé. Voilà, vraiment c'est... Oh, c'est un délice. Le charme de Tarf, ce sont ces plages inaccessibles, à moins de disposer d'un 4x4. Cap sur l'Hnaya, la plage préférée de notre hôte Toufiq. Une nouvelle journée se lève sur notre voyage dans la région de Tarf, placée sous le signe de la découverte. Et aujourd'hui, nous vous invitons à aller à la rencontre de Toufiq, un enfant de la région que je ne saurais trop vous décrire entre ses multiples passions pour la pêche, la chasse sous-marine, la chasse tout court, la randonnée ou encore l'écotourisme. Eh bien, je ne pouvais trouver mieux pour nous guider dans la région de Tarf. Je vous invite à le retrouver juste avant qu'il n'aille s'adonner à l'une de ses passions préférées. Suivez-moi. Vous êtes notre guide pour la journée, le guide d'Escale des Aides dans la région de Tarf. Ah oui, j'ai le privilège d'avoir cette idée. Très bien, merci. Tout le privilège est pour nous. Alors nous avons déjà, où sommes-nous? Nous sommes dans une plage qui s'appelle Belhaj Zgher. C'est pratiquement, il y a quelques dizaines de kilomètres de plage sauvage, où chaque plage a sa particularité. Donc cette plage est située à peu près à 8 km de piste, non carrossable, de la route nationale, où on vient spécialement pour cueillir les moules. D'accord. Donc c'est deux îlots qui contiennent beaucoup de moules. D'ailleurs, il y en a partout, mais ça dépend du calibre de la moule. D'accord. Donc là, on a un bon calibre. Là, on a un très très bon calibre. Alors on va se régaler ce soir. J'espère. Allez, on vous laisse, c'est ce que vous vous apprêtez à faire. Donc allez cueillir les moules. On se retrouve juste après pour parler de vous un petit peu et de vos différentes passions. D'accord, à tout de suite. À tout à l'heure. Au revoir. Tassili attend patiemment le retour de son maître. Je vois que la cueillette a été bonne. Oui, et ça ce n'est qu'un travail d'un quart d'heure, 20 minutes. Oui. Donc là c'est une cueillette qui est faite à la main. C'est pour préserver l'espèce, donc que les grands animaux, parce que c'est un animal. Oui. Donc et les bébés en iront à la mer pour pouvoir avoir tout ça. Donc c'est un peu aussi là. Le message à faire passer.
il faut préserver la nature. Et préserver l'espèce aussi pour que nos enfants puissent pouvoir y goûter à tout ça. Alors en parlant de nature, vous avez une très longue histoire qui vous lie à cette belle nature, notamment dans la région de Tarf. Je prenais de la maison tout ce qu'il fallait, le café, le thé, le sucre et le sac à dos. Et on part avec 50 dinars, 100 dinars, l'autostop et voilà. Vous piochiez dans la cuisine Voilà. de votre mère. Voilà. Et vous partiez comme ça à l'aventure, à la découverte de la région? Oui, et tout ça je l'ai connu sans voiture avant. Le fait, ça passait de bouche à oreille. Ici, le plus grand manque, c'est l'information ne passe pas. Le repos qu'on trouve dans la nature, on ne peut pas trouver ailleurs. Le fait d'être ça, au milieu de nulle part, avec une beauté pareille, avec des moules aussi, avec un goût comme ça naturel et bio, c'est inégalable. Donc, je peux faire 30-20 km à pied pour voir ça, donc ça mérite, ça vaut le coup. Ouais. Et le lieu, il est préservé par le fait de ne pas avoir des pistes pour entrer. Donc, et là, c'est des pistes non carrossables. On vient soit à pied, soit en 4x4. C'est un peu préservé dans le lieu. On n'a pas encore cette culture d'aller vers la nature. Et la nature ne peut pas venir vers nous. Donc il faut aller vers elle, il faut aller la chercher. Et il faut, ce qu'on essaye de développer, c'est le système associatif à travers beaucoup d'associations. D'ailleurs, on a une association de chasse, un abat. On essaie de partager ça avec différentes associations de la région du pays. On s'invite mutuellement, ce qui nous permet d'abord que ça soit convivial avec les gens, de connaître les lieux. C'est pas uniquement le fait de chasser. C'est le fait d'aller vers la forêt et connaître les lieux et la différence botanique et tout ce qu'il y a avec. Alors justement, on arrive tout doucement à votre projet parce qu'on ne peut pas être un natif de cette région sans avoir une idée ou une pensée pour le tourisme, pour le développement touristique. Je compte faire, c'est pas un village, c'est juste un camping où il est construit uniquement en habitant local. Ce qui veut dire gourbi, terre. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Gourbi, terre, le toit en chaume. Alors depuis que je suis arrivée, on me parle du gourbi en tant qu'ancienne habitation, en tant qu'habitation traditionnelle de la région. C'est quoi le gourbi? Le gourbi, c'est une habitation de temps de mes grands-parents. Donc c'est un système circulaire, c'est un muret de 1 mètre à 1 mètre 20, où il a un pilier central au milieu et des branches qui posent sur le pilier central et sur le muret, et il est couvert avec la chantouta.
Et c'est ça le gourbi, l'habitat assez traditionnel de la région. Et Al-Tarf, elle est aussi très réputée pour un autre type d'habitation, c'est le branchage. Donc on fait le branchage, on tisse le branchage et on fait un enduit, soit terre, soit la brousse de vache, soit un mélange de terre, brousse de vache et tout ça. Donc c'est totalement naturel. Totalement naturel. Et je pars de cette idée pour développer le tourisme pratiquement forestier de Tarf. J'ai construit un prototype, ça fait 22 mètres carrés au sol. Il est construit à 100% écolo. Donc il est construit en botte de paille. Et la botte de paille, elle est mur porteuse. Et les enduits intérieurs et extérieurs sont faits en terre. On va aller le visiter? Je vous invite à le visiter. Et, donc on va devoir faire encore un petit peu de route pour y arriver. Oui. Direction? Direction Achat. Achat. Allons-y. Allons-y. Dans une ambiance conviviale, Toufir nous invite, après avoir découvert son gourbi, à la dégustation des moules cuites au feu de bois. On arrive tout doucement au lac Tonga. C'est un des joyaux de la Méditerranée. Oui, là, c'est de l'ensemble de complexes de zones humides de la région de Tarf. Donc c'est un des plus importants complexes de la Méditerranée essentiellement pour les canards hivernants. C'est également, mais il ne faut pas oublier aussi que le site de Tonga, on a des paysages extraordinaires. C'est des lieux à visiter. Justement, c'est très fréquenté. Oui. On remarque depuis tout à l'heure l'arrivée de pas mal de personnes. Ils viennent, que ce soit soit des locaux, c'est-à-dire qu'ils viennent juste pour un petit footing, ou des gens qui viennent carrément visiter le site. Ne pas oublier qu'ils viennent aussi par curiosité pour voir cette résidence. La fameuse résidence d'État. C'est le chalet de Chadid Mjlid Rabbi Yarhamou, notre président. La wilaya de Tarf jouit d'une diversité sur le plan écologique et touristique très importante. La question est, le touriste ou le visiteur qui vient justement découvrir la région, est-il conscient de cela? Ces dernières années, on est en train d'observer certains changements de tendance. Avant, quand on parlait d'El Tarf, on parlait d'El Qala d'une façon générale, on parlait de ces plages, la plage de la Missida, la Vieille Cale, l'Hnaya, la plage des Chattes. Mais actuellement... Donc beaucoup plus le côté balnéaire. Voilà, balnéaire. Maintenant, on a tendance à observer des gens qui, même pendant la saison estivale, c'est-à-dire pendant la saison balnéaire, mais les gens, ils changent de coutume en quelque sorte. Ils viennent vers le côté nature. Ils viennent passer une journée à Tonga, ils passent des journées à la montagne. Et ça, c'est un atout, c'est un acquis. D'où votre intervention, justement. Et cette orientation, c'est à travers la mise en place de quelques espaces de repos, tels que l'espace de repos de Tonga. Le
lac Tonga représente une richesse exceptionnelle de la Méditerranée, à laquelle les autorités concernées devraient accorder davantage de protection. Zozo est un guide incontournable pour tous ceux qui souhaitent visiter le lac Tonga. Et c'est justement par rapport à son expérience que nous avons fait appel à Zozo, lui qui a fait découvrir ce joyau de la nature à bien des personnalités, pour ne citer que celle de feu Chadli Benjdid, qui avait pour habitude de s'y aventurer en compagnie de Zozo. Vous vous en souvenez, Zozo? Oui. Vous vous souvenez de l'époque où vous emmeniez feu Chadli Benjdid et bien d'autres personnalités, hein? J'ai accompagné pas mal de personnalités comme le président feu Chadli Benjdid et le défunt, le réalisateur Abdallah Tikouk. Je connais le lac dans le moindre détail, de jour comme de nuit. Entre ces richesses à la fois floristiques, ces richesses ornithologiques, il y a le canard migrateur. Le canard migrateur, وكاين ثاني les espèces sédentaires اللي عايشين هنا هنا كاين واحد الكات اسبيس تاعنا برك. وشنو هما؟ كاين كولفير، كاين موريون، كاين بغطاس، كاين بوسبوله. هذو التسميات هنا تاعكم. نتاعنا، كاين سردوك وكاين الفولك غره. Et les espèces migratoires, الاخرين تاع الخارج. يجوا 1er septembre vers le 20 mars. Départ. Et la cerise sur le gâteau, quand on vient visiter le lac Tonga, c'est cette fameuse forêt qui a été plantée à l'intérieur, au cœur même du lac. احكينا على la forêt تاع le cyprès chauve. دوك نروحوا للسيبري شوف نحضروا. كنا رايحين في الطريق تاعو. اللاك من 88 وروح للورا. قاعد يفسد. وعلاش يفسد؟ واش فسد؟ يفسد كيما الواد ما كانش باش ديرها كيراج ما كانش. البيبان اللي هي طايحين. كيما معايا شتي ليفان نظم كان تاعهم طايحين. من برانسيب الدري كي تخدمهم. لاديق مكسره. الماء كي يدخل في الشتاء من برانسيب كي يدخل اللاك يدخل من لافان. دوك يدخل مجدي عليه من الفوق. سي سا اللاك كيما هكا فسد. كانت الغابه هذه ما كانتش خلاص الغابه. والناس اللي يعرفوها هذوك كل يشوفوها في التلفزيون يقول لك مش لاك طونغا. هاك تشوفي الجزر ما كاينش فيها الجزر خلاص كاين غير البردي برك. Notre circuit prend fin à Omtboul, dernière commune séparant l'Algérie de la Tunisie. Objectif : remonter le temps au IVe siècle, à la rencontre d'un trésor archéologique découvert en 2003 seulement.
La culture et l'archéologie sont deux secteurs intimement liés qu'on gagnerait à mettre en valeur dans la promotion touristique d'une région telle que celle de Taraf où nous nous trouvons, qui regorge de vestiges archéologiques que je vous invite à découvrir en compagnie de Reda Atoui, qui est architecte et archéologue spécialisé dans la carte archéologique de l'Est algérien. Qsar Fatma, pratiquement c'est le joyau de la carte archéologique de l'Est algérien, parce que c'est la seule villa rurale, ce qu'on appelle la villa rustica, la villa rurale conservée dans la Méditerranée du Sud. Donc Qsar Fatma, baptisé pratiquement la Belle au Bois dormant, c'était la première découverte, c'était en 2003. Et on a commencé par la documentation et puis les fouilles, les sondages de la villa avec les thermes, avec l'aqueduc. Oued-Jnen, c'est la localité qui protège Qsar Fatma avec ses habitants. Nous sommes sur un site protégé. Oui, pratiquement, il est en classement. Maintenant, il y a un plan de protection et de mise en valeur du site qui a été lancé par le ministère de la Culture et la direction de la culture de Tarf. Et ce plan de protection a comme finalité la mise en valeur, la conservation et aussi la consolidation des murs de Qsar Fatma, des murs qu'il faut dire conservés jusqu'à 9 mètres de hauteur. Et c'est comme on dit, un unicum en latin, c'est pratiquement c'est le modèle unique qu'on trouve en Méditerranée. Et c'est le seul témoignage de ce modèle d'installation humaine d'époque antique, conservé comme on le voit maintenant. Oui. Oui. Dans un très bon état de conservation. Oui, très bon. Alors il y a eu pas mal d'autres découvertes, notamment des huileries, qui témoignent aussi de la richesse à l'époque de la région, notamment en matière d'olivier. Oui, pratiquement la carte archéologique jusqu'à présent, jusqu'à 2011, nous a donné presque 350 sites antiques, desquels on a 150 huileries. 150 huileries. Rien que dans l'Est algérien, de la région pratiquement de Tarf. Rien que dans la wilaya de Tarf. Dans la wilaya de Tarf. 150 huileries avec 1000 éléments de presse. Et cette richesse en huileries témoigne d'un paysage très riche en oliviers. Chose qu'on ne trouve pas maintenant. Qu'on ne retrouve pas. Oui. Beaucoup plus le chêne liège qu'on voit juste autour de nous, là. Pratiquement le chêne liège qui devrait être la succession naturelle de l'olivier. Le chêne liège, maintenant, il constitue la richesse de la forêt de Tarf. C'est notre richesse. Maintenant, pour le Qsar Fatma, on a pu documenter seulement Qsar Fatma 6 huileries, puisqu'il y a le noyau principal qui date du IVe siècle. Ce qu'on voit pratiquement. Il y a toutes les annexes qu'on trouve tout autour. C'est une installation tardive qui devrait être vers le 7e siècle, 6e, 7e siècle. Et seulement Qsar Fatma devait avoir au moins 20 hectares d'oliviers. Le lancement de projets d'investissement touristique en structures légères qui verront le jour la saison estivale prochaine viennent à point nommé confirmer que le secret de la réussite du développement touristique de Tarf réside dans le respect du patrimoine environnemental de la région.
ces trois écosystèmes, marins, lacustres et forestiers, confèrent à la wilaya de Tarf un charme unique en son genre. Entre ces forêts et ces lacs, les touristes amoureux de la nature trouveront forcément leur compte. Sans oublier ces plages paradisiaques. Notre voyage initiatique dans la région nous a permis de confirmer tout cela au travers notamment des rencontres humaines que nous avons partagées avec vous et qui attestent de l'authenticité et de la générosité de ses habitants. Le développement des infrastructures d'accueil et des espaces de détente à la hauteur de son riche potentiel est plus que nécessaire, en sachant que la région observe chaque année plus d'1 million de touristes lui échapper entre les mains vers la destination voisine. Bon vent et à très vite dans Escale des Aides. Pass before my eyes a curiosity. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Restez avec nous, c'est parti. Bonheur, pure découverte. Just a drop of water in the sea.